Qui sommes-nous d'abord, puisque c'est une nouvelle entité qui apparaît dans le paysage syndical? C'est un groupe qui est composé de 41 syndicats jusqu'à tout à l'heure et de 42 depuis 10 minutes, de syndicats de professions de santé, mais aussi d'organisations étudiantes. Alors on y retrouve bien sûr donc des étudiants, des médecins qui sont composés de généralistes de premier recours, mais aussi de médecins expertise particulière, des spécialistes cliniques et techniques, des praticiens des plateaux techniques lourds, et aussi les autres professions de santé que je n'arriverai pas à citer de façon exhaustive, mais je vais y tenter, des chirurgiens dentistes, des infirmières et des infirmiers, je suis galant, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des orthoptistes, des audioprothésistes, des opticiens, etc. Et pour n'oublier personne, une liste vous sera fournie que vous trouverez dans des pochettes. Les 4 porte-paroles qui sont ici présents, c'est-à-dire moi-même, le docteur Henri Éric, le docteur Didier Leget, M. Philippe Tisserand, infirmier diplômé d'État, et le docteur Catherine Mojalski, s'exprimeront à leur tour sur la justification de ce mouvement et la profondeur du problème qui nous occupe. Ce mouvement pour la santé de tous, c'est d'abord une unité syndicale. Et si nous sommes unis aujourd'hui, c'est pour défendre ensemble un système de santé qui est cher aux Français et à leurs professionnels de santé. Notre mouvement donne un nouvel élan au paysage syndical classique et nous en sommes fiers. Car au-delà de nos différences, nous avons estimé que l'enjeu était de taille et que la notion de confiance devait prévaloir sur tout autre pour unir et défendre la médecine à la française et tout ce qu'elle véhicule de positif pour les Français, c'est-à-dire la qualité, la continuité, la sécurité et la coordination des soins pour tous. L'union faisant la force, notre organisation permet aujourd'hui de donner à toutes nos voix la portée qu'elles méritent. L'intelligence des membres de ce mouvement est d'avoir été capable de faire abstraction de leurs divergences pour s'unir autour d'une cause noble. Et cette union se trouve confortée par l'actualité parlementaire. On n'a pas fait exprès, on devait faire ça le 12, on est le 19, et hier soir c'était la loi Macron, qui nous montre bien que des lois mal abouties ne peuvent exister dans ce pays, même lorsqu'on pense détenir une majorité à l'Assemblée nationale. Je tiens à rappeler que nous sommes un mouvement de conviction et d'action, et ne recherchons en aucun cas à être considérés comme représentatifs aux yeux des institutions. Nous sommes au service de la colère de nos mandants. Alors pourquoi ce nouveau mouvement et pourquoi sous cette forme? Ce nouveau mouvement inédit en France est constitué depuis début février dans l'urgence pour faire face à une situation de crise. Et je vais vous faire un petit historique sur la loi, parce qu'on va la relire tous ensemble pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. L'historique en explique l'émergence. Il a été décidé en janvier, pour ne pas interférer avec la loi Macron, de reporter la loi Touraine au mois d'avril. Pourtant, ce projet de loi date un peu. Car comme vous le savez, il a été déposé en octobre 2014. Ça fait bientôt 4 mois que tous ensemble, nous travaillons autour de ce sujet. Ce projet de loi de santé dit Touraine a d'emblée généré une opposition importante, et même avant son dépôt. Rappelez-vous, dans un premier temps, il a déclenché le courroux du monde médical et des autres professions de santé au sein de l'UNAPL. Et c'était le 30 septembre 2014, lors de la première manifestation, et nous étions déjà dans la rue pour dire notre opposition à la loi Touraine. On a des photos, des films, pour ceux qui cherchent la preuve, on a tout ça. Début octobre, les 5 syndicats de médecins ont fait valoir à leur tour leur désaccord. Et face au silence de la ministre, ils ont décidé de se regrouper eux aussi en unité syndicale et de déclencher une grève du 23 décembre au 31 décembre. Et bien cette grève, contre toute attente, était une réussite. Et malgré un mouvement très suivi, malgré une fermeture des cliniques le 5 janvier, malgré d'autres fermetures itératives, malgré une grève des gardes en semaine, malgré la grève de SOS, malgré la grève administrative, etc., rien n'y a fait, la ministre campe sur ses positions. Alors les autres professions de santé se jettent dans la bataille pour se faire entendre, mais aussi avec peu de résultats. Et puis le 9, je crois que c'était le 9, c'est Charlie. Et avec Charlie, tout s'arrête. C'est le 7 ? C'est Charlie, tout s'arrête. Une fin de mois de janvier plus que morose, la France en dépression, une mobilisation de soignants en berne, un conflit qui s'enlise aux grandes dames des syndicats médicaux, incapables d'obtenir à eux seuls que la ministre cède. Même important, même important pour le développement de notre société, le conflit déclenché par la loi Touraine passe maintenant en arrière-plan et a presque disparu des radars médiatiques. Je rappelle que quand c'est arrivé, on passait tous sur les télés, du jour au lendemain, terminé. Le monde médical avait disparu de tous les médias. Mais voilà, on ne peut espérer faire de la politique ou du syndicalisme en se cachant derrière des événements aussi graves. La démocratie étant la plus forte, les discussions autour de la loi Touraine ont repris, alors de la vigueur, et un nouveau tournant. Pour faire baisser la pression, la ministre a décidé d'ouvrir des concertations. Les médecins, et presque seuls, ont été invités à participer à ces concertations, laissant les autres professions de santé derrière la porte, avec un goût d'irrespect dans un dossier qui pourtant
aborder le cœur de leur métier, et j'ai nommé la proximité. Et c'est là que notre aventure commence pour notre mouvement, puisque nous allons maintenant laisser nos confrères s'exprimer et aborder la loi telle que, je pense, on ne l'a pas encore abordée au sein de ces différentes concertations et des différentes discussions que tout le monde a pu avoir dans les différents médias. Donc je laisse la place à mes trois amis porte-parole du mouvement qui vont aborder chacun sous un angle différent et moins convenu et avec plus de détails certains autres articles, mais aussi les autres dangers que faut courir cette loi qui n'ont jamais été abordés. Et je vous retrouve tout à l'heure pour faire la conclusion. Donc c'est Didier Leget qui va prendre la suite et nous présenter une partie de la loi qui l'intéresse beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je n'ai pas la tâche la plus aisée ni la plus facile. Je vais essayer de partager avec vous en une dizaine de minutes un peu les différents points de la loi qui nous posent problème et qui nous réunissent tous aujourd'hui. Quand on relit cette loi qui fait 70 pages à peu près, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont lu, on a envie de s'y opposer et en tout cas de l'analyser avec trois regards différents. D'abord un regard que je vais vous proposer en tant que citoyen, un regard en tant que malade, que patient, et puis un regard en tant que professionnel de santé, pour essayer de partager avec vous le fait que cette loi, elle ne remet pas en cause que nos professions, mais elle remet en cause probablement l'ensemble des équilibres de ce pays. En tant que citoyen tout d'abord. En tant que citoyen, je vous invite à relire l'article 1 de la loi, qui est pour nous une rupture avec l'esprit du Conseil national de la résistance et des ordonnances de 1945, puisque dorénavant, ça ne vous a pas échappé, il ne sera plus nécessaire de cotiser aux différentes caisses d'assurance maladie pour acquérir des droits. La loi santé Marie-Touraine crée un droit à la santé. Il n'y a plus besoin de cotiser pour que vous ayez les mêmes droits que les autres. Donc nous craignons l'abandon progressif de notre système par répartition, qui est la base de notre solidarité, avec en plus un risque complémentaire d'explosion des statuts précaires venant du reste du monde, de l'Europe ou du bassin méditerranéen dans le cas d'un statut AME, puisque le droit à la santé est un droit pour tous. La création du droit à la santé va avec la volonté du gouvernement de l'indemnisation des conséquences financières de la maladie. L'indemnisation des conséquences financières de la maladie. Vous savez aujourd'hui qu'il y a un système d'indemnisation qui s'appelle les CRCI et l'ONIAM, qui représente aujourd'hui 4400 procédures et plus de 200 millions d'euros de budget pour des accidents médicaux graves. Demain, avec la loi Marisol Touraine, c'est l'indemnisation des conséquences financières de la maladie dès le premier niveau de l'invalidité, dès le premier niveau de préjudice financier. Nous craignons en tant que cotisants de voir augmenter les cotisations sociales et le chômage devant cette volonté utopique. Nous craignons aussi la mise en place d'un système étatique qui va se généraliser et coûteux, avec la création, ça ne vous a pas échappé, de 4 nouvelles organisations de territoire. Le service public d'information en santé, les services territoriaux de santé au public, les plateformes territoriales d'appui aux professionnels de santé, les conseils territoriaux de santé et les conférences de territoire. On a un sentiment qu'une nouvelle fois, on crée de nouvelles agences. En tant que citoyen, nous voudrons rappeler que le tiers payant social des ACS, aide complémentaire santé, décidé dans le dernier PLFSS, va coûter déjà 250 millions d'euros, puisque aujourd'hui l'assurance maladie ne pourra pas récupérer les franchises. Le tiers payant généralisé, en tant que cotisant, c'est 800 millions d'euros de dépenses de plus pour les caisses d'assurance maladie, ce qui nous choque. Nous avons la certitude qu'en tant que cotisants responsables, que toutes ces mesures généreuses vont déséquilibrer encore plus les comptes de la branche maladie de la sécurité sociale, ne permettant certainement pas un retour aux équilibres pourtant nécessaires à l'avenir de notre système. En tant que patient, nous ne souhaitons pas la nationalisation du système de santé avec la mise en place d'une carte de santé, un peu comme on connaît aujourd'hui ou qu'on a connu une carte scolaire. Nous souhaitons pouvoir choisir nos professionnels de santé pour nous garantir une relation de soins de proximité dans le respect d'une relation humaine de soins basée sur le libre choix, et nous n'accepterons pas en tant que patient que l'Agence régionale de santé nous flèche notre accès aux soins comme c'est prévu dans la loi. En tant que patient, et je vous invite à vous y intéresser en tant qu'être humain, individuel, nous ne voulons pas d'une base de données nationale médico-sociale. L'article 24 et 26 de la loi. Cette base de données médico-sociales sera accessible à des organismes privés ou d'État sans notre accord. Dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme, nous ne voulons pas que notre intimité soit accessible à grande échelle. Et nous sommes surpris de voir ceux qui ont combattu la base élève de M. Darcos en 2008 proposer aujourd'hui, sous prétexte de nécessité de santé publique, une base de données indispensable à l'obtention d'un numéro d'identification nationale qui vous permettra d'accéder aux soins. Cette base médico-sociale comportera toutes nos données personnelles de santé ou nos données de statut social.
En tant que patients, nous rappelons notre attachement à la loi Kouchner de mars 2002 sur le droit des malades à la protection de leurs données médicales et à la place de la personne de confiance comme sécurisation d'un accès aux données de santé qui risque de disparaître dans la loi. En tant que professionnels de santé, en tant que 41 organisations professionnelles, nous refusons l'étatisation de notre système comme prévu à l'article 1, avec un État responsable d'une politique de santé qui est imposée et non négociée, qui nous rappelle l'époque d'Ancien Régime où l'ensemble du système de soins était sous autorité d'agences administratives ayant comme seul objectif un niveau d'économie, alors même que progressivement le poids financier de ces agences de contrôle dépasse le montant des économies qu'elles sont censées permettre. Nous refusons que l'État détruise notre système de convention nationale, qui a permis depuis 70 ans le dialogue et la discussion entre les caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé au sein de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Nous refusons que l'État définisse des numerus clausus territoriaux à la formation et à l'installation, comme c'est prévu sous contrôle des agences régionales de santé. Nous souhaitons conserver un système paritaire national, avec une convention unique, et nous refusons la balkanisation de nos conventions, avec la création de contrats types régionaux par les directeurs des agences régionales de santé, comme c'est prévu dans l'article 39. Nous n'accepterons pas demain que l'État définisse le tarif de nos actes. Nous n'accepterons jamais que l'État nous impose des territoires d'activité limités et des populations imposées dans le cadre d'une carte santé régionale définie par les agences régionales de santé. Nous refusons d'entendre dire qu'il y a dans notre pays un problème d'accès aux soins, qu'un certain nombre d'entre vous ont parfois relayé, alors que nous réalisons déjà plus de 70% de nos actes en tiers payants volontaires, comme le reconnaît l'Inspection générale des affaires sociales, et que nous recevons aujourd'hui toutes les populations en situation de précarité, les AME, les CMU complémentaires, les ACS, soit bientôt 10 millions de personnes qui ont accès à nos services en tiers payant. Le tiers payant de fait fonctionne dans la liberté et la concertation. Nous refusons un tiers payant de droit qui va déresponsabiliser certains patients et certains soignants. Nous sommes pour un système vertueux, tour de règles construites avec la profession et non pas imposées demain par un pouvoir politique aveuglé par des nécessités comptables et des objectifs électoraux non compatibles avec la qualité d'un système de santé de qualité dans le respect de tous. Le tiers payant de droit est la perte de notre indépendance professionnelle, qui est, comme la liberté de la presse et d'expression, la vôtre, l'un des piliers fondamentaux non négociables de nos professions. Nous refusons la mise sous autorité administrative de nos honoraires libres, ou non, en fonction de notre participation obligatoire à des missions de santé publique, jusqu'alors missions négociées et partagées, comme la gestion des urgences. Alors même que la loi, entre la version du mois de juin et la version de septembre, a déjà prévu des dérogations pour les activités libérales des hôpitaux publics. L'organisation territoriale en psychiatrie ou en médecine, en chirurgie, en obstétrique, est clairement le fait d'une décision unilatérale des agences régionales de santé, avec la volonté clairement affichée de favoriser le service public hospitalier ou les centres de santé, alors même que dans certains secteurs, il est affaibli ou déficient, et surtout plus cher de 40%. Nous défendons la discussion et le pragmatisme pour une reconnaissance des pôles d'excellence, publics ou privés, sans dogmatisme. C'est pour ces raisons, en tant que citoyens, patients, professionnels de santé, tous unis pour la première fois depuis la création de la Sécurité sociale, nous demandons aujourd'hui solennellement le retrait de cette loi utopique, liberticide et dangereuse pour l'avenir du système que nous défendons, pour vous, pour nos enfants et pour l'avenir de notre pays. Merci Didier. On va passer la parole à Philippe Tisserand au nom des autres professions de santé. Les professions non médicales, les professions prescrites. Donc ces professions dénoncent l'irrespect et le mépris affiché de la ministre envers les professions non médicales, les professions prescrites, qui n'ont pas été associées à la concertation telle que Marisol Touraine l'a organisée. Nous refusons d'être intégrés malgré nous dans un modèle unique d'équipe constituée et organisée en maison de santé pluriprofessionnelle ou en équipe territoriale administrée qui préfigure selon nous un modèle économique à capitation qui conduirait inexorablement au salariat des auxiliaires médicaux par les médecins. Un exemple de ce modèle, c'est le modèle Asalée que la ministre vient de proroger jusqu'à fin 2015 et pour lequel Dominique Polton de la CNAMTS a déclaré que s'il devait être généralisé, il générerait pour les seuls diabétiques un surcoût de 800 millions d'euros à l'heure où le Premier ministre nous demande 11 milliards d'économies sur la santé.
Nous défendons le libre choix de nos patients et la notion d'équipe pluridisciplinaire naturelle répondant à ce choix fondamental et une organisation de la coordination qui en découle avec les moyens adaptés, c'est-à-dire des moyens permettant le partage effectif des données de santé, permettant de formaliser une coordination effective avec à la clé bien sûr une rémunération pour ce travail de traçabilité et de coordination. Nous refusons l'introduction d'un principe hiérarchique qui n'existe pas aujourd'hui entre professionnels de santé libéraux. Nous réaffirmons notre attachement aux compétences de nos différentes professions telles qu'elles sont décrites dans le Code de la santé publique aujourd'hui est largement sous-exploitée. L'évolution des contours de nos différents métiers ne peut pas, ne doit pas, sauf à sacrifier qualité et sécurité des soins, reposer sur un système organisé de transfert ou de délégation de tâches. Le défi que représente dans les décennies futures la prise en charge des patients dépendants, liée à l'explosion de la chronicité, doit nous conduire, nous, professions non médicales, à privilégier, à préférer la proximité géographique avec nos patients pour les soigner à domicile, plutôt qu'une proximité géographique imposée avec les médecins, avec des médecins, qui seraient placés à la tête d'équipes territoriales administrées. Merci Philippe, au moins c'est clair. Catherine. Alors, moi j'ai la mission difficile de faire une synthèse en parlant aussi un petit peu alors des professions qui sont ni prescrites, ni médecins, donc un petit peu entre les deux, et qui ont toujours su, disons, faire un équilibre un petit peu, puisque nous ne sommes pas dans les conflits qui peuvent parfois exister entre les deux. Et je voulais quand même rappeler que les professionnels de santé, ce sont des gens responsables, qui sont intégrés dans la société au quotidien, et qui sont au contact de plusieurs millions de Français tous les jours. Et donc, ce qu'il faudrait faire pour notre système de santé, je crois qu'ils sont le mieux placés pour le savoir. Ils vivent au quotidien les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs. L'augmentation de tout l'aspect, de tout le travail administratif qui pèse de plus en plus sur nos structures. Je vous rappelle que les professionnels de santé, ce sont des professions responsables, qui sont responsables de leurs actes, et ce qui leur vaut la confiance de leurs patients. D'ailleurs, quand vous regardez toutes les enquêtes, vous vous rendez compte que nous sommes certainement des professions extrêmement populaires. Alors peut-être que parfois, quand on vous demande une réflexion générale, on peut avoir quelques attaques, parfois un petit peu entretenues sur les coûts de soins, les soins trop chers. Mais au quotidien, tous les patients disent que leurs soignants, leurs professionnels de santé, ils y sont attachés. Les professionnels de santé aussi, et les libéraux en particulier, s'adaptent à toutes les situations, ne mesurent pas le temps, les 35 heures, ils ne connaissent pas, hein, ils sont souvent des semaines bien plus lourdes, et ils sont également des chefs d'entreprise qui doivent investir dans leur structure et qui ne vivent que des honoraires qu'on leur donne. Alors, quand ils osent réclamer qu'on leur augmente leurs honoraires, c'est bien parce qu'en tant que chef d'entreprise, ils sont obligés de faire face à toutes les augmentations des coûts, des charges, de manière à préserver des soins de qualité pour leurs patients. Alors depuis l'été dernier, nous avons été confrontés à deux attaques. Celle relative aux professions réglementées, dont vous avez entendu évidemment parler, où on nous a fait passer pour des privilégiés qui spolient leurs concitoyens. Vous vous souvenez, les fameux 5 milliards d'euros à rendre à la population, et ça a été effectivement extrêmement mal vécu. Et celle de cette loi de santé, qui a été écrite sans nous, et pourtant, on nous avait annoncé une vaste concertation. Souvenez-vous, la stratégie nationale de santé, où on nous avait annoncé que nous pourrions faire des propositions dans le cadre de cette loi qui n'était pas une loi tarifante, hein, qui était vraiment une loi de réorganisation du système de santé. Et nous avons tous apporté notre contribution pour au final
pour la plupart d'entre nous, je crois tous parmi nous, ne pas retrouver un seul mot de nos propositions. Cette loi, elle a été écrite au ministère de la Santé et elle sera peut-être aussi écrite en partie demain à Bercy, puisque vous savez que toute une partie de la loi Macron qui devait concerner les professionnels de santé nous est annoncée comme étant prévue dans la loi de santé. Dans cette loi, il y a 3 problèmes. D'abord, ce qui y figure et qui a été bien développé par mes confrères, hein, qui sont rentrés un petit peu sur tous les aspects qui nous posent problème dans cette loi. Il y a ce qui y manque, ce qui avait été annoncé, je pense en particulier à l'aspect prévention, pour nous chirurgiens dentistes, qui sommes quand même des acteurs de la prévention. On sait parfaitement que tout l'effort qui a été fait par notre profession en matière de santé bucco-dentaire a fait quand même baisser la carie divisé par 3 en 30 ans. Eh bien, il n'y a pas un mot sur nous dans la prévention. Hein, je veux dire, donc on a oublié des pans essentiels de la prévention et c'est absolument insupportable. Et donc, le 3e volet, c'est ce qui pourrait y figurer. Je pense en particulier donc à tout cet aspect de la loi Macron qui est annoncé. Mais à ce jour, nous sommes incapables de savoir ce qui va vraiment y figurer. Personne ne peut nous répondre, personne ne veut clairement nous dire, soit ils ne savent pas et ça va nous arriver par surprise ou bien par voie d'amendement, soit ils le savent et ils ne veulent pas nous le dire, de manière à ce qu'on ne puisse pas préparer notre riposte. Enfin, et ce qui nous est vraiment très douloureux, c'est les tentatives de division qui sont faites entre nous, professionnels de santé, en justement consultant les uns et ne pas consultant les autres. Et puis, je voudrais quand même rappeler un point qui a été mis en place par la précédente loi de santé, puisque je vous rappelle qu'en 2009, la loi HPST était déjà censée réformer et régler tous les problèmes. 6 ans après, on revient, donc ça prouve bien qu'à l'époque, la loi HPST n'a rien réglé, et au contraire, elle a plus apporté de problèmes que d'autres, et en particulier pour nous, ça a été la mise en place, alors les médecins le connaissaient déjà, nous on a découvert ça, c'est les sons URPS qui, comme tentative de division, ont quand même été un grand moment, puisque dorénavant, pour être représentatif, il faut être majoritaire aux élections, et que vous savez malheureusement que pour être majoritaire, eh bien, pour être en tout cas porteur de voix, il faut avoir un discours le plus en opposition, et ce qui nous interdit aujourd'hui d'être des professions constructives, puisque nous sommes obligés d'être sur la défensive. Et c'est absolument inacceptable, alors que de façon innée, la plupart d'entre nous ont toujours travaillé à des solutions construites et partagées, et parce que nous sommes persuadés que seules les solutions qui sont en même temps positives pour nos patients peuvent être aussi positives pour nos professions. Enfin, certains d'entre nous aujourd'hui pensent encore qu'on pourra réformer cette loi par amendement. Mais comment voulez-vous, après ce qui s'est passé hier, qu'on puisse croire que des amendements qui viendraient, disons, améliorer la loi, enfin en tout cas de notre point de vue, pourrait dans le contexte politique actuel être validé par nos parlementaires? Je pense que c'est une pure utopie. Aujourd'hui, vraiment, il faut reconstruire, réécrire complètement cette loi en repartant de zéro. Mais je ne veux pas prendre sur ce que tu vas dire. Non, mais tu peux y aller. Mais, ça fait 3 fois qu'on le répète. Mais je crois vraiment que nous n'avons pas été concertés, en tout cas dans certains groupes de travail, mais le peu qu'on a pu en dire, ou en tout cas dire vers nos décideurs, on a vraiment du mal à imaginer que ça puisse se traduire et surtout passer par voie parlementaire, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi, ça doit être adopté par nos députés. Donc les libéraux se trouvent confrontés à la difficulté d'être des chefs d'entreprise, je vous l'ai déjà dit, et surtout un aspect que je voudrais vous développer, qui pour nous en particulier, mais pour d'autres professions dans la même situation que nous, on nous a introduit une notion de concurrence aujourd'hui, puisque nous sommes aujourd'hui en majorité, nous chirurgiens dentistes, mais également les opticiens et les audioprothésistes, avec les complémentaires santé qui sont payeurs majoritaires. Et nous vivons de façon extrêmement difficile cette situation, qui use de cette possibilité que leur a donnée en particulier, ou en tout cas dans lesquelles les a consolidés la loi Leroux.
et qui au quotidien sont en concurrence constante avec nos confrères sur le terrain par des voies qui sont pour nous complètement interdites. Et ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la baisse des tarifs et qui va s'aggraver avec les futures réorganisations pour les complémentaires santé, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la complémentaire de tous ne va pas amener une amélioration de la prise en charge, mais risque au contraire d'améliorer des baisses de prise en charge, puisque les employeurs qui vont devoir payer une partie de ces complémentaires vont avoir tendance à payer le moins possible. Donc pour beaucoup de nos salariés, puisque nous sommes employeurs, mais de nos patients, on risque de se retrouver avec des baisses de prise en charge. Et donc, pour compenser ça, les complémentaires, elles vont essayer d'aller faire baisser les coûts de manière à essayer de se montrer concurrentielles. C'est extrêmement dangereux. Dans certains pays voisins, on voit aujourd'hui les limites de ce que ça peut donner. Je pense en particulier à l'Espagne, au Portugal. Savez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, en Espagne, dans le domaine bucco-dentaire, il n'y a pas d'assurance maladie qui interviennent, ce sont donc uniquement des assureurs privés ou des structures commerciales. Vous pouvez aujourd'hui avoir 3 implants pour le prix de 2, je vous donne cet exemple-là, ce qui aujourd'hui est chez nous complètement imaginable, mais qui risque d'arriver si la situation évolue. Enfin, pour finir, sachez que nous ne sommes pas réfractaires à la réforme, au contraire, nous l'appelons de tous nos voeux, nous la portons, nous la souhaitons, mais pas cette réforme. La réforme qui pourra vraiment refonder notre système de santé sur des bases saines et pas aller faire du bricolage comme est cette loi de santé. Je te rends la parole. Merci Catherine, merci Didier, merci Philippe. Donc on va résumer tout ça et conclure. Fort du constat des dangers de cette loi qu'on vient de vous énumérer, fort du constat que ces concertations n'ont débouché sur rien de palpable, que seuls quelques articles choisis par la ministre ont été abordés, qu'on a oublié de parler de l'essentiel, que le tiers payant n'est qu'un leurre, fort du constat qu'on ne peut pas réécrire une loi en se servant des amendements, ben nous on a estimé qu'à 41 on était plus fort et qu'à 41 la fièvre allait monter et que la législation allait se déclencher. En nos groupant, nous avons décidé de devenir plus visibles, plus lisibles et plus puissants. Et ce groupe important espère réussir là où les autres ont échoué. Nous sommes une sorte de formation de combat du monde syndical qui ne sort que pour les grands événements. Bonjour Madame Touraine. Et nous avons, contre cette loi de santé, tout déployé. Alors nous avons 4 objectifs communs qui nous unissent et que je vais vous citer là, c'est simple. Le premier objectif, c'est que le mouvement pour la santé de tous demande le retrait de la loi Touraine, tout simplement. Le second objectif, c'est que le mouvement pour la santé de tous s'adresse maintenant au Premier ministre, acteur de ce retrait, en lui demandant de désinscrire au plus vite ce projet de loi de santé du calendrier de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est à lui de le faire. On ne demande pas simplement de retrait, on dit qui doit le faire, et on sait que c'est à lui de le faire. Le troisième, c'est que le mouvement pour la santé de tous appelle à la construction d'un grand projet national, c'est ce qu'a dit Catherine, un projet national de santé, pour notre société dans lequel toute notre expertise professionnelle sera utilisée, nos propositions entendues, enfin, et analysées dans l'intérêt des usagers, les Français. Et c'est nous aussi, les Français, dans cette histoire. Et le quatrième objectif, c'est, fort de son succès, le mouvement pour la santé de tous appelle l'ensemble des professionnels du monde de la santé à manifester le 15 mars à Paris, je rappelle, dans l'unité syndicale.